Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La Ligue des Champions reprend ses droits complètement cette semaine et on a déjà pas mal de matchs très intéressants pour ces 3 jours de suite qui commencent demain. On a déjà un Athletic Arsenal, ça c'est un match à regarder. Bien sûr le déplacement de Marseille au Bernabéu, le retrouvaille des Marseillais avec Mbappé. Mercredi, on aura aussi Paris-Atalanta, le retour des champions en titre, un Bayern-Chelsea, un Liverpool-Atlético à Anfield, peut-être Ajax-Inter, on verra. Et jeudi, on aura un Manchester City-Napoli à l'Etihad et bien sûr le déplacement de mon Barça à Newcastle. Et avant de vous donner mes matchs qui m'intéressent le plus sur cette première journée, je vous invite déjà à liker la vidéo, pourquoi pas, et surtout je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, sur cette première journée, sur ces 3 jours de pur bonheur, il y a 3 matchs qui m'intéressent vraiment et que je vais débriefer sur la chaîne. Le premier, c'est bien sûr Real Madrid OM. On a quand même un match très intéressant à regarder, très excitant. L'Olympique de Marseille qui se déplace au Bernabéu. C'est un match à ne pas rater, ça. Et dans toute l'histoire de la Ligue des Champions, on a quand même eu un OM Marseille 4 fois et ça s'est soldé tout le temps par une victoire des Madrilènes. Le dernier en date, c'était en Ligue des Champions saison 2009-2010 au Bernabéu et ça s'était soldé sur une victoire des Madrilènes. Je pense que c'était le coup franc magnifique de Cristiano Ronaldo. C'était sa première saison avec le Real et il a eu dans le dos le numéro 9 sur son maillot. Oui, je pense que c'était ça. Et avant ça, aussi sur cette même saison, une victoire 3-0 au Bernabéu. Et avant cette rencontre-là, en 2003-2004, une victoire madrilène au Vélodrome 2-1 et une autre victoire 4-2 au Bernabéu. Du coup, les déplacements au Bernabéu et même au Vélodrome ne sourient pas aux Marseillais. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle saison, un nouveau format de Champions League, il faut toujours le rappeler. Mais comment est-ce que les équipes vont-ils faire sur ce match-là? Et on va commencer avec le Real. Le Real, sur ces 4 matchs de championnat, ils ont quand même pris le maximum de points. Une victoire contre l'Osasuna, un peu poussif. Une victoire acquise sur penalty, marquée par Mbappé. Une victoire 0-3 sur le terrain 2 du Real Oviedo. Une victoire renversante contre Mallorca avant la trêve internationale. Et ce week-end, je regardais le match. Une victoire maîtrisée contre la Sociedad. Et sur ces matchs-là, j'ai vu que le Real commence petit à petit à avoir un collectif. Et je pense que si rien ne change à la dernière minute, Xabi Alonso reconduira ce 11 pour moi parce que ce sera le 11 le plus cohérent. Le 11 le plus cohérent pour affronter cette équipe de Marseille. Ce 4-2-3 ou 4-3-3, ça dépend du positionnement de Valverde dans l'animation du jeu. Mais un 4-2-3 avec Courtois dans les buts. Youssef Militao, je pense que ce sera la charnière centrale titulaire. Militao, il revient petit à petit en force. Youssef, très important dans la construction, dans la première relance,
Carreras qui apporte beaucoup aussi sur son côté. Et il peut même rentrer un peu dans le milieu de terrain pour apporter plus de densité avec Tchouaméni parce que on connaît bien aussi que Valverde, il va se projeter. C'est le milieu box-to-box. Pourquoi Carvajal? Parce que par rapport à Trent, même si Carvajal, pour l'instant, il apporte plus de sérénité défensive, mais ça n'enlèverait à la qualité que a Trent. Trent, il peut vraiment être un autre milieu dans l'animation. Sa patte droite est un atout très utile sur les coups de pied arrêtés. Des fois, sur certaines séquences, j'ai vu aussi que Mbappé, il peut, bien sûr, Mbappé avec sa vitesse, il peut aller dans le profondeur, dans l'espace derrière le dos de la défense adverse. Et avec Trent, c'est un atout en plus. Trent aussi, ces longs ballons-là, c'est transversal, c'est passe en profondeur, c'est très utile. Mais pour le moment, si j'étais à la place de Xabi Alonso, je miserais plutôt sur Carvajal, surtout pour le côté défensif, avec l'expérience, le fils de Carvajal, ça peut aider beaucoup sur cette défense-là. Et aussi que la force de cette équipe, à part un collectif qui commence à trouver sa marque, je pense que la connexion entre Müller et Mbappé, il devient de plus en plus visible. Il devient de plus en plus visible, voilà. Tchouaméni, dans l'entrejeu, il peut être le numéro 6 devant la défense. Il peut aussi s'intercaler en tant que troisième défenseur central quand le Real a le ballon. Voilà. On espère côté Real que Vinicius sera aussi en forme lors de ces soirées de Ligue des Champions. Parce que, à part Müller, Mbappé, on aura aussi besoin d'un Vinicius en forme. Un Vinicius dribbleur, percuteur, déstabilisateur sur le côté. Et voilà. Si tout se passe bien pour le Real, je pense que ça va se passer entre Mbappé, Müller et Vinicius, bien sûr. Et ce sont les trois armatas offensives qui fera beaucoup de différence. Sur le côté droit, est-ce que Brahim, on verra. Mais tu peux faire aussi rentrer Mastantuono à la place de Brahim, pourquoi pas. Le problème, sur ce côté droit, les ailiers qui vont être utilisés, ils ont tendance à rentrer un peu plus à l'intérieur du jeu. Que ce soit Mastantuono, que ce soit Brahim, ils aiment repiquer pour être sur leur pompier. Ils sont tous gauchers. Mais que ce soit Mastantuono, que ce soit Brahim, ça apporte aussi plus d'équilibre sur ce côté. Et voilà. Parce que déjà, Mbappé, qui n'est vraiment pas un vrai numéro 9, il a aussi tendance à être attiré vers ce côté gauche. Mais on verra. Je pense que si j'étais à la place, je l'ai dit, de Xabi Alonso, un 4-2-3, un 4-3-3 avec Mbappé en 9, Vinicius à gauche, Arda Güler sous Mbappé, Brahim ou Mastantuono, ça peut marcher pour moi. Mais j'opterais plus pour Brahim. Il a aussi une qualité de patte gauche intéressant. Voilà. Et en sortie de banc, tu peux faire rentrer, bien sûr, Rodrigo. J'ai oublié. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, Rodrigo. Tu peux le faire rentrer à la place de Vinicius. Et sur les matchs de ce début de saison, j'ai vu que Vinicius et Rodrigo, ils switchaient un peu leur place. Des fois, c'était Rodrigo titulaire. Des fois, c'était Vinicius titulaire. Et pourquoi pas, c'est une option en plus. En attaque aussi, t'as encore le jeune Gonzalo. Ouais, Gonzalo, voilà. Qui peut être un suppléant de Mbappé. Surtout que si tu maîtrises bien
la rencontre, que tu mènes déjà et que tu sens que il faut faire tourner, tu peux faire tourner Mbappé à la place Gonzalo à la place de Mbappé, qui aussi l'entrée d'un Ceballos à la place de Valverde pour avoir plus de contrôle du bal, c'est aussi une option. Mais voilà pour le Real, à mon avis, ils auront l'opportunité de bien montrer que ils évoluent aussi parce que c'est un premier test pour eux face à Marseille. Et voilà, il faut être solide défensivement surtout. C'est ça aussi la petite faiblesse côté Real. Malgré un Militao qui revient petit à petit, je pense que défensivement, ils sont encore un peu fébriles. Surtout Hussein qui s'est fait expulser lors du dernier match sur un mauvais lecture de la trajectoire du ballon. Il doit être un peu plus concentré. Mais à part cela, je pense que ce Real-là, ils ont la force, ils ont les armes pour faire mal à cette équipe marseillaise. Et du coup, en parlant de Marseille, le dernier match, 4-0 contre Lorient, un match maîtrisé, contrôlé. Lorient qui est réduit à 10 dès la 10e minute. Mais ça fait beaucoup de plaisir pour Marseille. Ça fait beaucoup de bien. Après quelques déroutes déjà, des points déjà laissés en cours de route. Une défaite contre Rennes qui a fait exploser le vestiaire. Une victoire contre le Paris FC 5-2. Une défaite dans l'Olympico. Et avant de se déplacer dans le vaisseau spatial du Bernabéu, cette victoire fait beaucoup de bien pour redonner la confiance aux Marseillais. Et sur ce match, on va revoir un peu. Voilà. Sur ce match, De Zerbi a composé avec un 4-2-3-1 avec les deux derniers recrues estivales, Pavard et Akert. L'axe central, intéressant, solide et buteur aussi sur ce match. Mais d'après les dernières nouvelles, on se pencherait plutôt sur un système à 3 avec Pavard, Akert, Medina. Je pense que un système à 3, ça peut aller aussi. Surtout Pavard, à l'Inter, il a déjà expérimenté ce système-là. Et Akert aussi, avec West Ham, je pense. Ouais, je pense. Mais à voir Akert, est-ce qu'il sera présent? D'après les dernières nouvelles aussi, il a reçu un petit coup sur la tête et le protocole commotion cérébrale est en action pour lui. Mais s'il est apte à jouer, Pavard, Akert, Medina, je pense que ce sera très solide. Et au milieu, Kondogbia au Pierre, pour moi, ça peut passer. Et il faut être très solide face à cette équipe madrilène. Et surtout, être très concentré par les appels incessants de Mbappé dans la profondeur. Un Vinicius très actif aussi. Avec Murillo, Pavard sur le côté droit. Parce que oui, ce système-là, il va être comme ça, à 5. Sans ballon. Et voilà, Weah sur le côté et Greenwood sur l'autre avec Aubameyang seul en pointe. Je pense que c'est le mieux pour moi pour avoir plus de chances d'attaquer avec la vitesse de Greenwood, la vitesse de Weah. Il ne faut pas que Weah fasse trop de boulot défensif quand même pour l'exploiter au maximum offensivement et aussi l'explosivité d'Aubameyang malgré son âge. Voilà. Il faut exploiter au maximum quand même cette force offensive-là, Aubameyang, Greenwood, Weah. Et pour le milieu, Kondogbia au Pierre, je pense que c'est très solide. Kondogbia, il peut vraiment être le ratisseur, le récupérateur, le milieu qui va casser l'attaque adverse. Au Pierre, un peu plus dans le rôle pas du régista, mais du contrôleur du jeu,
du tempo du jeu et des relances pour attaquer aussi l'espace dans le dos. Parce que oui, je pense qu'il y aura de l'espace aussi dans le dos de la défense madrilène. Et c'est ça qu'il faut exploiter pour Marseille. Et un autre point aussi à exploiter, c'est l'aspect sur les coups de pied arrêtés. Ouais, attention, le Real, ils sont encore fébriles aussi sur cet aspect-là, malgré la présence de Militao, d'Huijsen et de Tchouaméni. Il manque encore un peu de taille, je pense, et c'est une phase de jeu que Marseille, pour moi, doit exploiter s'ils veulent avoir la chance sur ce match. Et du coup, si je reviens un peu sur la probabilité du win-win sur ce match, je pense que le Real, ils sont encore très largement favoris. Et je donnerai un 60-40 sur ce match-là. Voilà, 60-40. Le Real, ils sont favoris. Ils sont en domicile. C'est la Ligue des Champions. Et pourquoi pas une victoire 3-1 pour les Madrilènes pour commencer cette campagne de Ligue des Champions. Pourquoi pas un but de Mbappé, un but de Vinicius et un but de Rodrigo en sortie de banc, pourquoi pas. Mais 60-40, c'est la logique pour moi, vu ce que les deux équipes ont montré jusqu'à présent. Et voilà pour ce Real OM. Le prochain match qui m'intéresse, c'est celui de mercredi, je pense. Ouais, c'est mercredi. Oui, mercredi en même temps que Liverpool Atleti. J'ai fait le choix du Bayern Chelsea parce que ce Bayern là et ce Chelsea là, il m'intrigue beaucoup cette saison. Et on va tout de suite rentrer avec le Bayern. On commence par contre par une petite histoire. Bayern et Chelsea, ça fait déjà 3, 4, 5 matchs qu'on a eu un Bayern et Chelsea. Et le plus récent, c'était lors de la saison 2019-2020, en huitième de finale. Le Bayern, c'était le Bayern d'Hansi-Flick. Ils ont complètement détruit les Blues dans ces deux matchs-là. 3-0 au Stamford Bridge et 4-1 au match retour à l'Allianz Arena. Et bien sûr, il y a la finale en 2012, victoire des Blues au penalty là. C'était un très bon match. Et avant ça, en 2004-2005, en quart de finale, victoire des Blues 4-2 à l'aller. Je pense que c'était la première année de Mourinho à la tête de Chelsea. Ouais. Et après, une victoire des Allemands au retour 3-2, mais Chelsea est passé au score cumulé. Mais bon, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu ce match-up là. Et les deux équipes ont beaucoup évolué. Et le Bayern, sur cette début de saison, ils sont méchants. Ils sont étriés Hambourg 5-0. Un but de Gnabry, un but de Pavlovic, doublé de l'inévitable Prince Harry. Et un but de Luis Diaz. Ils sont toujours dans ce 4-3-1 là. Et je pense que c'est aussi le système que Kompany va utiliser et les 11 que Kompany va utiliser. Je pense que c'est le même 11 que face à Hambourg. Neuer dans les buts, Stanisic à gauche, Jonathan Tah avec Upamecano et Konrad Laimer à droite. Pavlovic, Kimmich, deux milieux de qualité. Mais si tu veux ajouter plus de puissance athlétique, pourquoi pas un Goretzka? Pourquoi pas? Et ce quatuor, ça va pas changer tout. Harry Kane, supplié par Diaz au lycée Gnabry. Et je trouve que c'est très intéressant ce repositionnement de Gnabry en tant que numéro 10. Voilà. Et ce Bayern là, sur les résumés de matchs et les quelques matchs que j'ai vus, ils sont performants, ils sont déjà fonctionnels
collectivement. Ça ne s'arrête pas de presser, de contre-presser, de jouer en combinaison dans les petits espaces. Kane au lycée, Gnabry, ça marche très bien. Kane, Diaz, ça marche très bien. Au milieu, Kimmich, il ratisse, il relance, il met des transversales. Les deux latéraux, ils ne ménagent pas leurs efforts pour aller presser et contre-presser. Ils jouent très très haut, le Bayern. Et voilà, déjà. Après, on va voir un peu. Après 3 matchs en Bundesliga, 4 matchs, 4 victoires. Non, 3 matchs. 3 matchs. Voilà, ouais, ça c'était une victoire en Coupe d'Allemagne, je pense. Mais après 3 matchs, 6-0 contre Leipzig, 3-2 contre Augsbourg, un peu poussif juste avant la trêve. Mais le dernier, là, 5-0, ils ont mangé l'hamburger. Ils n'ont rien laissé à leur adversaire. Ils sont comme ça, c'est leur philosophie de jeu. Et attention à Chelsea, parce que ça va se passer à l'Allianz Arena. L'ambiance là-bas aussi est très forte. Ils sont trop forts, c'est Bavara pour le moment pour moi. Et voilà, c'est ce collectif, leur grande force. Qu'est-ce que leur faiblesse? Je ne trouve pas encore de faiblesse pour le moment. Parce que même en sortie de banc, Karl, il est très pertinent. Guerrero à gauche, très pertinent. Poué à droite, très pertinent. Tom Bischoff au milieu, très pertinent. Et même Nicolas Jackson, il est sur le match contre Hambourg. J'ai vu pas mal de choses intéressantes. Des choses qu'il a proposées très intéressantes. Comme je l'ai dit, le Bayern, il joue collectivement. Combinaison dans les petits espaces, il maîtrise le pressing, il maîtrise la contre-pressing, il maîtrise les attaques rapides, il maîtrise. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité pour permettre ces phases de jeu-là. Et voilà, le Bayern, pas grand-chose à retirer. Ils sont forts, ils seront au domicile. Et bien sûr, Chelsea aura beaucoup de boulot parce que Chelsea, ils ont perdu encore des points en championnat de partout contre Brentford dans ce derby londonien. Oui, Maresca, il a fait beaucoup tourner en vue de ce match-là, je pense. Mais ils ont encore quand même beaucoup de qualité. Et là, Maresca, il ne faut pas tester. Il faut aussi envoyer l'artillerie lourde. Et je pense que face à ce Bayern, il faut aligner cette 11-là. Ce 11-là, désolé. Sanchez dans le but. Là, on va parler un peu de faiblesse. Je pense que Sanchez, c'est le premier faiblesse. Il n'est pas vraiment très rassurant dans le but. Mais l'axe central, Chalobah, Tosin, je pense que il faut les laisser comme ça. Pas les laisser comme ça, mais il faut continuer avec ces deux-là. Chris James, Cucurella sur le côté. James, s'il tient physiquement, bien sûr, c'est un point fort offensivement et défensivement face à l'assaut de Luis Diaz sur son côté. Le double pivot Caicedo Fernandes, il peut bien être un penchant face au double pivot du Bayern, Goretzka Kimmich ou bien Goretzka Kimmich Pavlovic. C'est un double pivot très fort avec beaucoup de qualité. Caicedo défensivement, rien à dire. Il est fort physiquement, athlétiquement. Joao Pedro avec sa qualité athlétique aussi, il est grand. Il peut être intéressant dans les jeux de combinaison, dans les coups de pied arrêtés. Il a aussi une belle frappe. Il peut dégainer de l'extérieur. Sur le côté, Pedro Neto, il aime courir. Il faut que, par contre, Kittens
il faut qu'il propose un peu plus, ou bien mettre Neto ici. Et il est où, le petit Brésilien là? Et donner déjà une grande responsabilité au jeune Brésilien. Estevao, pourquoi pas? Mais Kitens, il connaît déjà la Ligue des Champions. Je pense que je miserai encore sur lui. Et en sortie de banc, tu peux jouer avec Estevao. Qui aussi? Il est où là? Bon. Garnacho, il est là. Garnacho en sortie de banc. Il aura aussi beaucoup de choses à prouver, Garnacho. Parce que là, tu es plus ou moins dans un environnement plus sain que celui de Manchester United. Mais Chelsea, attention, je pense que ils peuvent le faire. Si ils sont sérieux jusqu'à la fin, ils ont encaissé le but égalisateur sur une longue touche de Brentford. Mais ils ont la capacité de faire mal aussi à ce Bayern-là. Et quand Chelsea, ils affrontent une équipe plus forte qu'eux aussi, ils se montrent aussi qu'ils sont là, ils seront présents. Et j'attends aussi beaucoup de Cole Palmer. C'est encore un grand match pour s'illustrer. Et je pense que ce sera un grand match. Un match pas fermé. Mais comme tout à l'heure avec Real Marseille, je pense que le Bayern, il est encore favori à domicile. Mais je laisserai quand même le bénéfice de doute pour ce Chelsea-là. Un 51-49. Voilà. 51-49% pour moi. Et du coup, avec un peu de sérieux côté Chelsea, je pense qu'ils peuvent le faire. Là. Ils peuvent renverser ce Bayern-là à domicile. 2-1. Voilà. Si on pronostique sur ce match, 2-1, avec les forces et les faiblesses qu'ils ont eues. Et pour y parvenir, il faut être tout simplement très sérieux sur les deux phases de jeu. Il faut être très efficace dans ta propre surface et dans la surface adverse. Et voilà pour ce Chelsea Bayern. 51-49. Je pense que pour moi, c'est le plus logique. Parce que Chelsea, il monte aussi petit à petit en force avec ce collectif-là, avec un bon travail de Maresca. Et voilà. Et j'ai même mis Chelsea premier de mon classement à la fin de cette phase de ligue. Mais je pense que il faudra bien commencer contre le Bayern. Et du coup, le troisième match, c'est bien sûr mon Barça qui va se déplacer à Newcastle. Attention, c'est un match difficile. Ce ne sera pas donné. Mais je pense qu'on a notre chance. Mais avant de parler du Barça, attaquant Newcastle. Newcastle, Barça, il n'y a fait que 4 matchs. Et ce sera le 5e match demain. Et tous les matchs là, c'était dans les années 90. Une défaite du Barça lors de première journée en 97-98. Après une victoire, le Barça a bien répondu. En 2002-2003, une victoire du Barça à domicile et une victoire aussi à l'extérieur. C'est tout pour le moment. Historiquement, Barça-Newcastle. Le Barça aura à faire. C'est un grand match test pour moi afin de continuer la saison en championnat. Mais pour Newcastle, c'est aussi un test, bien sûr. Et sur le dernier match là, ils ont quand même montré pas mal de choses, surtout avec leur recrue phare, Wolter Matthäus. Et il a déjà marqué un but sur un magnifique centre de Jacob Murphy. Et Newcastle, leur force, c'est que ils sont aussi collectifs. Voilà, c'est tout. On peut s'arrêter là. Mais ils ont pressé
collectivement. Et leur plus grande force, c'est cet entrejeu-là. Ah, attendez. C'est cet entrejeu-là avec Joelinton, Tonali et Guimaraes. C'est la salle des machines, comme on aime le dire. C'est eux les premiers qui vont aller presser, qui vont aller contre-presser, pardon. Et avec Wouter Mathieu, en jeu avec ballon, ils ont la capacité de combiner, de faire des longs ballons, faire Wouter Mathieu et Wouter Mathieu en jeu en pivot, Joelinton, Guimaraes, ils peuvent lancer dans le grand espace, dans la ligne très haute défensive du Barça. Ils peuvent vraiment lancer Elanga, Gordon ou bien Barnes. Barnes, pour moi, il mérite de commencer. Il a fait plutôt un bon match face aux Wolves. Mais je pense que si Newcastle veut exploiter au maximum cette ligne très haute barcelonaise, il faudra mettre Elanga et Harvey Barnes, surtout Elanga avec sa vitesse et Joelinton, Guimaraes avec leur puissance et leur capacité à aller se projeter aussi. Ça, c'est une arme offensive qu'il faut aller chercher pour espérer battre ce Barça. Défensivement, je pense que Burn et Char, ils font le boulot. Mais il y a moyen aussi que le Barça exploite aussi, parce que sur la phase défensive, ils sont un peu en 4-5-1, un peu comme ça. Barnes qui s'incruste, Barnes et les deux ailiers, que ce soit Barnes et Elanga ou Murphy ou Gordon, ils s'incrustent un peu aux côtés des milieux pour former cette ligne de 5. Mais cette ligne de 5, j'ai vu sur le résumé, attention, je n'ai vu qu'un résumé, mais il y a beaucoup d'espace entre la ligne défensive et cette ligne de 5 là. Et avec un Barça qui aime jouer dans ces espaces là, il faudra être très vigilant pour ne pas se faire détruire dans cette faiblesse là, petite faiblesse. Mais par contre, Burn et Char, ils sauvent les roues. Et Nick Pope aussi, c'est un bon gardien. Et quoi aussi, les points forts, bien sûr, sur les coups de pied arrêtés. Là, du coup, je pense que Newcastle sont dessus par rapport au Barça. Coups de pied arrêtés défensifs, ils sont quand même Wouter Mathieu, Burn, Fabien Char, Joelinton. Coups de pied arrêtés offensifs, la patte droite de Trippier, c'est très dangereux. Il y a Wouter Mathieu, il y a Burn, il y a Char. Et voilà. Et attention aussi au dégainage extérieur de surface de ces trois-là, parce qu'ils ont une bonne qualité. Tonali, même dans ce rôle de régista un peu reculé, le numéro 6, il peut aussi se projeter dans le dernier tiers. Il peut dégainer à tout moment. Guimaraes, Joelinton, pareil. Ils peuvent dégainer ces trois-là. Et voilà. La force de cette équipe, ils sont collectifs. Ils ne ménagent pas leurs efforts. Et même à 10 contre Liverpool, on a ressenti que c'était Liverpool qui jouait à 10. Et voilà, ils ont du caractère, cette équipe. Et surtout à domicile, l'ambiance, il va être infernal. Voilà pour Newcastle. Pour mon Barça, bon, je pense que hier, face à Valence, j'ai débriefé le match. C'était le match le plus abouti de ce début de saison. Collectivement, je parle collectivement parce que le Barça aussi, mon Barça aussi, depuis la saison dernière avec Hansi Flick, c'est devenu une équipe collective. Chaque joueur est impliqué collectivement. Chaque joueur ne cherche pas à s'illustrer individuellement, mais on a un collectif. Et pour affronter ce Newcastle, je pense que
il faut aligner le même 11. Pas du tout le même 11, mais on va dire le même 11 quand même. Parce que on aura Gérard Martin, Baldé il est blessé, Koubarsi, Eric. Je pense que il faudra carter cet axe central là, malgré que il aura pas mal de duels physiques. Et dans ce genre de match là, Aroro est plus apte qu'un Eric aux côtés de Koubarsi. Mais je pense que avec notre façon de défendre, cette ligne défensive très haute, avec ce piège de hors-jeu, un Koubarsi Eric est plus compatible qu'un Koubarsi Aroro dans ce sens-là. Koundé à droite, ça va pas changer. Et d'après les dernières nouvelles, De Jong pourrait faire partie du groupe. Mais je pense que c'est un peu limite. Et je reconduis ce double pivot Pedri Cassato, qui, la saison dernière, était déjà aligné dans les grands matchs de Ligue des Champions. Et ça a plutôt bien marché. Et Cassato aussi, il a une patte droite intéressant. Un style un peu quarterback qui peut envoyer Rashford ou Rafinha dans le dos de la défense. Pedri, on ne le présente plus. C'est le métronome. Et dans ce genre de match-là, on aura besoin plus d'un Firmine qui ne va pas ménager ses efforts. Parce que sur le match d'hier contre Valence, il a été partout défensivement. Pressing, repli défensif, il a fait son boulot. Et offensivement, il peut vraiment s'incruster et créer le danger. Sont déjà voilà le danger dans cette ligne défensive de Newcastle. Voilà. Mais si Newcastle est vraiment très bas, c'est là que un Dani Olmo est plus utile, parce que dans les vrais petits espaces, les vrais blocs bas, Dani Olmo, il est plus intéressant que le profil de Firmine. Mais je pense que il faut donner plus de chance à Firmine, parce qu'il a montré pas mal de choses hier. Rafinha, on le connaît, il va faire aussi les efforts. Et pourquoi pas Rashford, il faut lui donner la continuité et la confiance nécessaire pour apporter aussi un peu de concurrence à Rafinha et à Yamal, bien sûr. Rashford, hier, et il a terminé quand même avec une passe, je ne l'ai pas mentionné dans le débrief, mais une passe décisive pour le premier but de Rafinha. C'est important pour la confiance. Et il a quand même dribblé les défenseurs de Valence. Et on aura besoin aussi d'un Rashford comme ça pour déstabiliser Trippier et Fabien Schär sur ce côté. Et défensivement, Rashford, il fait aussi les efforts. Et je l'ai dit, cette équipe, elle est collective. Elle attaque ensemble, elle défend ensemble. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. J'espère que, surtout, on ne subira pas l'ambiance infernale de St. James Park. Et en sortie de banc, bien sûr, on peut surtout Ferran, il est toujours intéressant en sortie de banc. Olmo à la place de Firmine, ou pourquoi pas à la place de Rashford, et excentrer Firmine après sur le côté. Mais on verra. Mais on a aussi un banc quand même, malgré les blessures de certains cadres. Il y a Yamal, Baldé. J'espère que De Jong sera dans le groupe. Et pourquoi pas un De Jong Cassato ou bien un De Jong Bernal. Pourquoi pas. Si on maîtrise le match et on gagne déjà par un score favorable, 2 buts d'écart, 3 buts d'écart, je l'espère, on peut tester quand même un De Jong Bernal. Et Bernal,
Mais il ne faut pas encore le bousiller après cette grosse blessure. Mais quand même, on a aussi un banc maintenant et ça fait plaisir. Et pour moi, je l'étais toujours, cette Champions League-là, c'est la priorité cette saison. Quitte à perdre la Liga, c'est pas grave, mais il faut gagner cette Ligue des Champions. Et du coup, mon avis final sur ce match, je pense que Newcastle à St. James Park, et si le Barça n'est pas concentré, je pense qu'ils ont leur chance, mais je dirais encore 55 45 pour mon Barça. Voilà. Et une victoire un peu serrée. 3-2, pourquoi pas, pour le Barça. Et je pense que dans ce match-là, c'est Newcastle qui va marquer en premier. Et on va renverser à 2-1. Et Newcastle, il va revenir à 3-2. Je pense, c'est un peu le scénario que j'imagine. Mais le Barça est pour moi favori quand même. On est champion d'Espagne. On est l'équipe la plus spectaculaire à voir. Par rapport à Newcastle, on a déjà un aspect de jeu plus fonctionnel que Newcastle, malgré que Eddie Howe, il est déjà là depuis quelques années, depuis quelques saisons, mais voilà. J'espère une victoire du Barça pour bien aussi commencer cette campagne de Ligue des Champions. Ok les amis, petit résumé. Victoire 3-1 du Real, 60-40. Victoire du Chelsea 2-1, un 51-49 quand même. Voilà. Et un 55-45 pour le Barça Newcastle. Victoire serrée 3-2. Et voilà pour les 3 matchs qui m'intéressent vraiment sur cette première journée. Mais par contre, on peut, si on a le temps, voir un peu Tottenham-Villarreal. Ça aussi, c'est un match intéressant. Juventus Dortmund, pourquoi pas. Mercredi, bien sûr. On va pas se priver du champion en titre, Paris-Atalanta. Et Paris aussi, ils ont beaucoup de blessés, mais on verra. Et bien sûr, Liverpool-Atleti, ça ne se rate pas. Et pour les jeudis, bien sûr, je pense que je vais débriefer le lendemain ce Man City Napoli. Et voilà les amis, pour ce long preview de cette première journée de Ligue des Champions. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Parce que, bien sûr, on va débriefer ces 3 matchs-là qu'on a parlé dans cette vidéo. Et on va essayer de débriefer les autres matchs qu'on a mentionnés aussi. Et j'espère que vous serez là parce que moi, je serai là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.